observés lors des élections sont le résultat de plusieurs facteurs interdépendants. D'abord, la logistique et la préparation opérationnelle ont fait défaut. Des matériels électoraux insuffisants, comme le manque de bulletins ou d'isoloirs, ainsi que des listes mal affichées, ont entraîné de longues files d'attente et un déficit d'anticipation dans l'organisation. Ensuite, on note aussi également des faiblesses administratives, avec une formation incomplète des présidents de bureaux et des agents électoraux, ce qui a conduit à des erreurs de procédure et à une gestion inefficace des situations litigieuses. La coordination entre les différents organismes compétents comme le ministère de l'Intérieur et la CNOCER, le ministère de l'Intérieur, la CNOCER et la CER a également fait défaut. Enfin, je dirais même que le contexte politique tendu a exacerbé la situation avec une méfiance croissante entre les partis politiques et des contestations avant le scrutin, ce qui a parfois conduit à des décisions improvisées le jour même du vote. Le ministère de l'Intérieur est accusé d'avoir mal organisé le vote. Que pensez-vous de sa responsabilité dans les erreurs comme le manque de bulletins, de listes et d'isoloirs? Ben, il faut dire que lorsque le vin est tiré, il faut le boire, évidemment. Le ministère de l'Intérieur porte une grande responsabilité dans cette situation car il est le principal acteur de l'organisation du scrutin. Il est responsable de la distribution des matériels électoraux et de la convocation et de la formation des agents, ainsi que de la supervision du processus. En l'occurrence, le manque de bulletins, d'isoloirs ou d'affichage relève directement de la chaîne logistique gérée par le ministère. Toutefois, il faut également tenir compte des erreurs locales qui ont pu survenir lors de la réception du matériel ou en raison des retards logistiques imprévus. Néanmoins, c'est au ministère que revient la responsabilité ultime de fournir des explications et de prendre des mesures correctives. Et qu'en est-il des accusations de fraude massive par usage abusif des procurations portées contre le parti présidentiel? Vous paraissent-elles crédibles ou relèvent-elles plutôt d'une contestation politique classique post-électorale? Je pense que les accusations de fraude par procuration sont crédibles dans certaines zones spécifiques où des incidents ont été signalés. Par exemple, des carnets de procuration ont été retrouvés entre les mains de personnes non autorisées et certains bureaux de vote ont fait l'objet de suspicions d'abus. Le mécanisme des procurations est particulièrement vulnérable aux manipulations lorsque le contrôle administratif est insuffisant. Cependant, pour qualifier cette fraude de massive et systémique, il faudrait des preuves concrètes et une échelle plus large, telles que des enquêtes approfondies et des vérifications des actes de procuration. Actuellement, la situation semble être un mélange de cas avérés localement, mais il en manque une preuve systémique au niveau national. Mais est-ce que ces dysfonctionnements remettent en cause la légitimité des résultats partiels en faveur du parti présidentiel? Ben, je dirais non. Pourquoi? Parce que la légitimité des résultats dans les circonscriptions où des irrégularités ont été constatées doivent effectivement être remises en cause. Par exemple, l'absence des bulletins, la non-distribution des isoloirs ou encore les irrégularités concernant les procurations peuvent affecter la validité du scrutin dans ces zones. La sœur a d'ailleurs demandé l'annulation de certains résultats. Hmm. Toutefois, au niveau national, la remise en cause des résultats dépendra de l'ampleur des irrégularités. Si elles sont limitées à quelques bureaux ou circonscriptions, il est possible que les résultats ailleurs restent valides, mais s'ils sont entachés par ces incidents, cependant, si des preuves de fraude à grande échelle sont établies, cela compromettrait plus largement la légitimité des résultats tout entiers, pas du parti présidentiel, par exemple. Vous emboîtez justement ma question, celle de la SER qui dit que des commissaires électoraux seront poursuivis. J'allais justement vous poser la question à laquelle vous venez de répondre. Quelle suite judiciaire peut-on attendre de ces poursuites? Mais aussi cette question, qu'est-ce que cela changera au fait qu'il y a un second tour des élections législatives? Qu'est-ce que cela apportera au second tour des élections législatives? Ben, disons que
La CER a effectivement indiqué qu'elle allait prendre des mesures à l'encontre de certains commissaires électoraux. La suite judiciaire pourrait inclure des enquêtes administratives pour déterminer les responsabilités, voire des suspensions ou des mises à pied temporaires. Si des infractions pénales sont confirmées, comme la falsification de documents ou la violation des règles de procuration, des poursuites judiciaires pourraient être engagées. Si ces poursuites sont menées de manière rigoureuse et aboutissent à des sanctions, elles pourraient constituer un précédent important dans la lutte contre les fraudes électorales au Gabon. Cependant, si les poursuites restent symboliques ou insuffisantes, à partir de cet instant, cela pourrait nuire à l'efficacité de ce précédent et maintenir un climat de méfiance. Et pourquoi la CER demande-t-elle de refaire le vote dans certaines zones, même à Rennes, en France? Qu'est-ce que cela peut changer pour les résultats exactement? La CER a demandé des reprises de scrutin dans les zones où des incidents graves ont eu lieu, tels que les urnes renversées, les bulletins éparpillés ou l'absence de liste d'affichage. Mais cependant, lorsque l'intégrité du vote est compromise dans un bureau, il est nécessaire de refaire le vote pour garantir la régularité et la transparence du processus. Concernant Rennes, évidemment, des irrégularités graves ont été signalées, ce qui a conduit à la demande d'annulation du scrutin dans ce bureau. Ces bureaux, bien qu'à l'étranger, comptent dans le total national et peuvent influencer des circonscriptions où les résultats sont serrés. Une reprise peut inverser les résultats dans ces zones et restaurer la confiance des électeurs concernés. L'effet symbolique et politique de cette décision est également important car elle envoie un message fort sur la volonté de transparence, mais peut aussi accentuer la crise si elle est perçue comme tardive ou injustifiée. Les élections, madame, permettez-moi, les élections du 27 septembre 2025 ont mis en lumière un dysfonctionnement qui nécessite une gestion sérieuse et transparente des suites. La CER joue un rôle crucial dans la régularisation du processus et il est essentiel que des enquêtes approfondies et des poursuites judiciaires efficaces soient mises en place pour assurer la confiance des citoyens dans les résultats. La manière dont ces problèmes seront résolus pourrait avoir un impact majeur sur la stabilité politique à court terme et c'est à la transparence des enquêtes et la rigueur des mesures prises que l'on pourra juger l'efficacité du processus électoral au Gabon. Mais à quoi devraient s'attendre les Gabonais à présent avec ce second tour? Sera-t-il meilleur que le premier, en quelques mots? Je pense que si les différentes parties font leur travail, nous n'aurons pas de surprise. Je pense qu'il faut bien essayer quelque chose pour repartir du bon pied. Nous avons essayé, il y a eu des dysfonctionnements, des imperfections, et je pense que le second tour sera mieux organisé que le premier. Gaël Koumba Ayouné, merci d'avoir répondu à nos questions une fois de plus sur Vue d'Afrique. Vous êtes analyste, généraliste et leader d'opinion. Monsieur Koumba Ayouné, au revoir. Au revoir, madame. Je vous remercie. Place à présent à Annika Longy pour l'information économique.